m'autoriser à rajouter quelques minutes, peut-être 8-10 minutes, à cette très belle présentation centrée sur l'alcool et les addictions de manière plus générale. Merci à Jean Fournier également de m'avoir sollicité. Donc, je vous propose d'élargir maintenant à cette étape le périmètre aux problématiques santé mentale et santé mentale à l'ère du Covid. Donc, les enjeux de la santé mentale des étudiants. Merci. Donc, une détresse psychologique croissante depuis une quinzaine d'années chez les étudiants en lien surdéterminé, en lien avec la massification de l'enseignement supérieur, en lien avec une sélectivité accrue mécanique, avec une compétition nationale, internationale, avec la montée en puissance de l'internationalisation des cursus et une problématique de déracinement, et puis l'inclusion du handicap. Au regard de cette détresse, des moyens insuffisants, on pourra peut-être en discuter, et une prévention modernisée. En fait, des moyens qui n'ont pas changé depuis le rapport Vauquiez 2006 jusqu'en 2017, avènement de la CEVEC. Une hétérogénéité des populations et des problématiques, ce qui nous complique un petit peu les choses sur le plan technique. Hétérogénéité en fonction des filières, bien sûr, mais pas seulement, en fonction des nationalités également, mais pas seulement aussi en fonction des étapes du cursus au sein du cursus universitaire du sujet, pour revenir aux grandes écoles, l'université, entre les années prépa, puis l'entrée à l'école et la sortie du cursus. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une vulnérabilité accrue à toutes les étapes charnières, l'entrée à l'université, l'entrée en prépa, l'entrée en grande école, l'entrée dans les premiers stages, c'est-à-dire cette période d'accès à profilisation, et évidemment la sortie du cursus universitaire, l'entrée dans la vie professionnelle. Des enjeux majeurs pour l'étudiant, un impact immédiat. Alors cet impact, il est évidemment sanitaire, détresse psychologique, d'abord mal-être, passage du mal-être à la détresse psychologique, puis passage à l'installation de troubles psychologiques, essentiellement pour les étudiants, troubles anxieux, troubles dépressifs et addiction. En gros, avec ces trois problématiques, on a à peu près résumé les problématiques de santé principales, avec peut-être un petit coup de projecteur sur le trouble dépressif, notamment ce qu'on a constaté, une prévalence importante un peu plus importante des troubles bipolaires chez les jeunes à haut potentiel. Trouble bipolaire veut dire dépression, évidemment, vulnérabilité à la dépression, mais aussi vulnérabilité aux addictions. Et donc, on recoupe avec le travail de mes collègues. Un impact différé, c'est un impact différé sur l'intégration professionnelle en fonction évidemment du parcours universitaire que le jeune a eu ou n'a pas eu, avec parfois aussi des études interminables ou entrecoupées ou réorientées, et un impact également dans, je dirais, la future carrière professionnelle du salarié, et notamment au regard des risques psychosociaux. Pourquoi ? Parce que le facteur du cumul de stress en milieu universitaire va, je dirais, inspirer un certain nombre de réactions défensives du sujet ou de vulnérabilité. Ces vulnérabilités vont se réactiver face aux facteurs de stress cumulés en milieu universitaire. Donc, on va réagir à peu près de la même façon. Sachez que 75% des pathologies psychiatriques se déclarent entre 16 et 25 ans. Donc, le souci de soi, souci des autres aussi, mais ne pas mettre les équipes en péril. Des enjeux importants pour l'école et l'université, au regard du coût, de la responsabilité morale et juridique des acteurs et de l'image de l'école. L'impact sur les performances de leurs étudiants, académiques, bien sûr, interruption de cursus, redoublement, etc., et professionnels, c'est l'image de l'école qui en cause, là, dans l'entrée, dans les stages et entrée dans la vie professionnelle. Impact au décours du cursus sur les transactions relationnelles entre élèves, mais aussi avec les enseignants, de grandes problématiques, mais je les cite pour mémoire, évidemment, l'impact des conduites suicidaires, voire évidemment du suicide réussi, l'impact du harcèlement et l'hétéroagressivité, et puis des violences, des VSS, etc., etc. Liste non exhaustive. Impact sur le bien-être des personnels. Pourquoi ? Parce que les personnels sont pris à partie immédiatement, qui passent beaucoup de temps à tenter de gérer ces problématiques et qui sont eux-mêmes émotionnellement, évidemment, concernés. Covid et détresse psychologique, je vais essayer de passer rapidement, mais enfin, c'est vraiment d'actualité et je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser, de montrer quel a été l'impact chez les étudiants.
Un impact psychologique accru chez les étudiants. Quand on parle d'impact chez les jeunes, non, on dit impact chez les étudiants, car la jeunesse non étudiante a souffert comme la population générale, mais pas plus. En revanche, les étudiants ont vu leur état dépressif et leurs troubles anxieux multipliés par 2. Pour les addictions, je ne connais pas les chiffres, mais pour ces 2 pathologies, par rapport aux non-étudiants, ça c'est l'étude Confin de l'équipe de Bordeaux, qui a été très intéressante, elle est seule qui a été faite en France, en fait, sur cette comparaison. Donc, le Covid a souligné finalement par défaut les 4 composants du bien-être étudiant. Et d'abord, il a créé un climat d'insécurité totale, à la fois sécurité sanitaire, mais aussi insécurité académique, parce qu'il y a un bouleversement de tous les échéanciers, un report des stages à l'étranger, enfin, aussi des rentrées dans la vie active qui ont été différées. Évidemment, donc une insécurité sanitaire, bien sûr, comme pour toute la population, et une insécurité économique, c'est-à-dire une insécurité financière immédiate, on a beaucoup parlé dans la presse, mais aussi, évidemment, comme l'étudiant planifie en permanence et organise et anticipe, une démotivation par rapport aux métiers ultérieurs, et notamment chez les ingénieurs, des filières entières qui se sont écroulées, comme l'automobile, l'aéronautique, voilà, et puis pour les autres, les filières culturelles, événementielles, etc. Deuxième élément, et le plus fondamental, je pense que mes collègues en ont beaucoup parlé, c'est la question du lien social et de l'identité groupale. Au fond, on a parlé dans les manifestations festives que de ça, comment s'intégrer dans une école, comment s'intégrer dans le groupe, comment s'approprier, s'identifier aux autres, comment aussi s'en démarquer. Et évidemment, le Covid, par l'isolement dont ont été victimes vraiment les étudiants à 2 reprises, beaucoup plus que l'ensemble de la population. Je pense que c'est ça qui a été qui a eu l'effet le plus délétère sur la dépression des étudiants. C'était ça a été l'isolement et la rupture du lien social. Et ça souligne évidemment cet engagement affectif habituel, à la fois dans la communauté universitaire. Quand je dis communauté universitaire, c'est évidemment les pairs, mais c'est aussi les enseignants. Toute cette vie-là et cette identité groupale. Troisième élément, l'investissement intellectuel et les qualités propres de l'enseignement. On a vu les effets du téléenseignement, hein, on a vu les bénéfices pour le moins aléatoire, et cet enseignement, évidemment, nos enseignants portent des modèles forts, des modèles identificatoires pour les étudiants. Ils parlent aussi de leur métier, de leur futur métier, ça c'est très important, et aussi ils ont une posture, voilà, auquel adhèrent ou non les étudiants, mais c'est un enseignement incarné, c'est très vivant et très important, et je dirais l'enseignement présentiel permet aussi à ces étudiants de réévaluer, de s'approprier et de faire une révélation critique de la transmission des connaissances entre eux. C'est le droit, l'amphithéâtre, en somme, pour résumer. Enfin, l'investissement physique propre à l'activité estudiantine, on revient sur les fêtes, associatives, sportives, festives et sexuelles, et tout ça manquait pendant ces deux périodes de confinement. Donc finalement, par rapport à tout ça, les écoles se sont adaptées, mais les stratégies adaptatives improvisées à la hâte, aux résultats aléatoires. Le bénéfice temporaire pour les étudiants, la socialisation virtuelle, ils ont tenté au moins pour le premier confinement, il y a une forte solidarité interétudiants, mais aussi une forte solidarité intergénérationnelle avec les parents. Mais ça a duré peu, en tout cas, sûrement pas pour un deuxième confinement. Et puis le bénéfice, j'en parlais, du téléenseignement, assez aléatoire également. L'effet pathogène et le préjudice durable de l'assignation à résidence, c'était mon terme, mais voilà, je pense qu'on peut en parler comme ça, dans 15 mètres carrés. Et donc l'effet de finalement d'épuisement physique et psychique des étudiants. Donc, pour finir, peut-être la présentation de nos différentes propositions, prévention santé mentale, qui s'inscrit à peu près tout à fait dans le même esprit de la prévention addiction. Favoriser l'accès aux soins. C'est ça notre plan, notre cap essentiel. Pourquoi? Parce qu'on constate encore en 2021-2022 qu'il y a des difficultés d'accès aux soins malgré une déstigmatisation relative des troubles psychiques grâce à cette maudite période de Covid. Finalement, tout le monde était mal et on a pu parler de ça, les adultes comme les étudiants, et les étudiants ont pu commencer à demander des soins. Mais il y a quand même encore une forte stigmatisation de la dépression, notamment des troubles anxieux, des problèmes ici de manière générale et des addictions, on en a parlé tout à l'heure, merci madame. Des problèmes organisationnels, je dirais d'organisation des filières de soins tout simplement, et des problèmes économiques, l'indigence des moyens, j'en parlais tout à l'heure.
Soulignons aussi les limites de la prévention collective, celle que nous proposons à nos étudiants depuis 50 ans, toujours la même, indifférenciée et globale, qui ne tient pas compte des étapes évolutives du sujet dans son propre cursus. Je disais, c'est à chaque étape charnière qu'ils vont mal, mais ils vont mal d'une manière radicalement différente. Et donc, il faut adapter je dirais, nos préventions sentimentales, mais aussi nos accueils psychologiques à cela. Des problématiques spécifiques au regard des filières sélectives ou moins sélectives, enfin, en tout cas au regard de l'université, mais on sait qu'à chaque filière d'étranglement, il y aura évidemment un fort stress lié et donc une vulnérabilité supérieure, et enfin une prévention collective qui n'est pas du tout adaptée aux métiers ultérieurs. On se demande encore comment à l'université on peut proposer je dirais une même préparation à des étudiants qui font des métiers complètement différents, ingénieurs, avocats, médecins, professeurs en zone d'éducation prioritaire. Il y a des risques de burn-out d'ailleurs pour tous ces métiers, des risques très différents. Donc, nous proposons, comme nos collègues addictologues, une stratégie d'aller vers. Alors, M. Castex disait, on ne va quand même pas aller vers les étudiants, leur demander s'ils sont malades à chaque étudiant. On propose des choses, puis les étudiants saisissent ou non. Donc, justement, il faut aller vers. Pourquoi? Parce que plus on est malade, la psychiatrie est la seule spécialité, où plus on est malade, moins on consulte. Voilà, et donc l'aller vers est la meilleure stratégie pour récupérer, je dirais, les étudiants les plus fragiles, les plus en détresse, les plus en difficulté. Et nous proposons donc, en lien et en co-construction avec l'école, notamment avec les arts et métiers, qui était la première à initier ce mouvement, un protocole innovant d'immersion dans la communauté universitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser la pérédance, on en a parlé sur la prévention addiction, avec la formation continue initiale, bien sûr, mais aussi continue d'étudiants référents bien-être. Merci, je ne vais pas amener de photos, mais merci à tous les étudiants engagés. C'est très, très lourd, hein, c'est un coût psychique très important pour les étudiants référents bien-être, il faut le savoir. C'est beaucoup d'énergie dépensée, c'est des grosses responsabilités, c'est des conflits de loyauté avec les copains. Donc, merci à eux de s'être engagés, d'être ici aujourd'hui avec nous. C'est également une veille sanitaire des professionnels. Là encore, des professionnels de l'école se sont engagés pour être référents bien-être dans ce dispositif. C'est également un coût de responsabilité, c'est être confronté à des détresses psychologiques qu'on n'a pas envie de voir ni d'entendre, parce que ça rentre en résonance avec parfois la souffrance des enfants, de ces professionnels. Voilà, mais c'est important. Donc, formation des étudiants, formation des professionnels, et puis des nouvelles technologies. La téléconsultation qui nous a permis de faire pas mal de consultations à distance pour les UCI des arts et métiers, elle est pleinement opérationnelle en santé mentale, cette téléconsultation. Elle est très contente. On ne le pensait pas, c'est le Covid nous a amené ça aussi, une nouvelle technologie opérationnelle, et à venir des applications en santé mentale que pourront télécharger nos étudiants. Et enfin, je terminerai en disant que, comment dire, il ne faut pas oublier, ça c'est un élément extrêmement important, la sensibilisation et la responsabilisation de l'écosystème environnemental, c'est-à-dire, au fond, la commune et du territoire. Je suis très contrariée. On a beaucoup travaillé auprès des mairies d'arrondissement, par exemple, sur lesquels sont positionnées certaines universités. Je suis très contrariée quand on voit le mouvement d'implantation de certaines universités, voire des campus d'excellence, dans des territoires démunis de transport, démunis de support sanitaire, démunis d'activités culturelles et associatives. Je pense notamment au campus Saclay, s'ils sont là connectés avec nous, des étudiants qui nous disent « Écoutez, nous, on ne peut pas sortir de nos résidences, il y a des champs de pommes de terre, et donc on picole entre nous. » Voilà, c'est une façon de socialiser. Et je pense qu'il faut aujourd'hui impérativement penser ça au moment de l'implantation de ces campus, mais aussi solliciter fortement le territoire pour leur demander ce qu'ils font pour leurs étudiants qui s'implantent chez eux et qui consomment chez eux et qui vont peut-être s'installer chez eux un peu plus définitivement autour de ces campus. Donc, s'assurer l'efficience au support sanitaire. À Paris, il y a tout ce qu'il faut, certes, mais on n'arrive pas aux soins pour autant. Donc, est-ce que ces supports d'excellence est finalement opérant ou pas? Et surtout, travailler pour la commune et le territoire, toutes les alternatives aux soins. Parce que on s'est rendu compte que la première prévention de la dépression et du suicide, c'est le lien social. Ce n'est pas la consultation psychologique, en fait. Et donc, tout ce qui peut favoriser le lien social, les activités sportives, culturelles et associatives. Je vous remercie pour votre attention.